Road établi, répond. Compris, avez-vous trouvé un premier blessé, répond. Oui, on a trouvé un premier blessé. Donc, on a juste besoin d'une auxiliaire, répond. Compris, vous avez besoin d'une auxiliaire, répond. Juste une auxiliaire. Bonjour, adjudant Farner, chef de section d'une des sections du service d'incendie et de secours de la ville de Genève. Voilà, donc je vais vous parler un tout petit peu de la gestion de l'intervention. Donc au moment où c'est qu'il y a une alarme qui tombe, que quelqu'un fait un appel, la centrale d'alarme va traiter cet appel par voie de critères, c'est-à-dire que ça peut être un incendie et cet incendie peut se décliner en deux autres critères, bâtiment, sous-sol, bâtiment, appartement ou bien voiture léger, voiture, poids lourd. Donc ces différents critères vont donner des différents degrés d'alarme avec le soin de partir avec les bons véhicules, avec le nombre de personnel nécessaire pour l'intervention. Ça c'est dans un premier temps. Ensuite les rôles de tout et chacun sont définis au début de la journée par leur occupation dans un véhicule. Donc il y a un fourgon typiquement avec 4 personnes, une tonne pompe avec 5 personnes, une échelle avec 2 personnes et la réserve, chaque fois un véhicule avec 3 personnes. Le positionnement dans chacun des véhicules a une influence sur l'intervention et une incidence directement puisque le premier de tonne a une reconnaissance à faire, le deuxième de tonne c'est lui qui tient la lance, le troisième de tonne c'est lui qui s'occupe à traîner le tuyau, on va dire. Voilà, un petit peu pour donner un exemple. Donc chaque rôle est bien précis pour le bien de l'intervention. Donc sur place, le chef, il n'a pas plus d'ordre à donner que si ce n'est ses intentions directes. Avec le personnel qu'on a, contrôler que les personnes soient évacuées de cette entreprise pépiniériste. Et quand ça s'est fait, s'occuper des jardins là derrière. Quand on arrive sur les lieux, donc la première des choses, c'est de voir un tout petit peu la situation. C'est donner directement par radio un message d'ambiance à la centrale qui puisse s'imaginer ce qui est en train de passer. Si par exemple dans le cadre d'un feu d'appartement, si c'est simplement des fumées qui sortent d'un appartement, ces fumées elles peuvent être blanches, elles peuvent être chargées, elles peuvent être noires. Et tout ceci donne une information qui est très précise à la centrale d'alarme pour pouvoir réenvoyer des renforts en cas de nécessité. Est-ce que les fumées sortent sous pression? Est-ce qu'elles sortent simplement très gentiment? Est-ce que ces fumées sont accompagnées de flammes? Donc c'est un message d'ambiance qui va tout de suite donner le ton de l'intervention. Voilà, quand on arrive sur place. Pour le cœur de l'intervention, la mise en place d'un dispositif, donc la priorité pour nous sapeurs-pompiers c'est d'aller sauver des personnes, donc la première des choses c'est la reconnaissance intérieure qui est extrêmement importante. Donc pour moi comme chef de section, je dois m'organiser que mon équipage fourgon aille faire les sauvetages à l'intérieur, que l'équipage tonne s'équipe
pour faire de l'extinction à l'intérieur également, et l'équipage échelle fera les sauvetages à l'extérieur du bâtiment. Donc mon problème à moi, c'est de coordonner toutes ces trois entités qui puissent ne pas mettre en danger les personnes pour aller sauver, ni se mettre en danger eux-mêmes, évidemment. Vas-y, on va mettre 3 longueurs. Direction la Saint-Martin. Alors dans les différents types d'interventions, évidemment, on voit le pompier qui travaille que sur le feu. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres interventions qu'on doit prendre. Le feu représente seulement 18% de nos interventions. Nous sommes alarmés en cas d'alarme automatique de bâtiment, donc ces détections qui permettent de déceler des fumées quand personne est là pour les voir. Donc ça vient directement traiter chez nous. Nous partons aussi pour le sauvetage vraiment en tout genre, dans toutes les conditions possibles et inimaginables. Les personnes se sentant démunies nous appellent pour venir en aide donc à la population. Ça va de l'ascenseur en panne jusqu'à la personne qui est dans les falaises ou bien qui a perdu ses clés au fond d'un égout, le chat dans l'arbre, ce n'est pas une légende. Ça fait partie également de nos missions. Là-dessus, point de vue statistique, on sort environ 10 000 fois par année. C'est 40% de sorties ambulance, donc aide à la population donc pour le sanitaire. Le reste, les 60 autres % donc, sont répartis dans les différentes typologies d'intervention. Donc de la branche à éliminer qui est tombée sur une voiture à cause des intempéries jusqu'à l'explosion chimique et j'en passe. Donc le personnel chez nous a une formation suivie de très longue durée et pendant toute sa carrière pour connaître un petit peu toutes les astuces et toutes les ficelles de chaque intervention. Là-dessus, donc, on sort 10 000 fois par année et à peu près ce qui représente 27 à 28 fois par jour. Les différents partenaires que nous avons lors des interventions, les principaux sont les sanitaires, les ambulances avec qui on travaille beaucoup. On travaille énormément avec la gendarmerie, évidemment, sur les interventions, bloquer les routes, les agents municipaux, enfin tout ce qui est à peu près personnel lié au service de la population, les gardes frontières, le service de police des eaux pour les pollutions, ainsi que les magistrats, enfin la mairie, la protection civile pour le relogement de personnes suite à un sinistre. Donc vous voyez, le panel des partenaires aussi est très large. En train de baisser la pression par gravitation pour arriver à la pression zéro. Si on te demande, si on te pose une question, c'est une fuite de magie. Est-ce qu'on a des renseignements concernant les services industriels ainsi que la police des eaux? Bon alors, lorsque la centrale d'alarme reçoit un 118, elle va gérer l'appel en envoyant les moyens nécessaires. Sur Genève, on a 3 casernes, donc suivant le lieu, elle va choisir la caserne la plus adaptée pour envoyer les secours. Ensuite, nous, dès qu'on reçoit l'alarme en caserne, on a tous un rôle prédéfini, donc on peut être chauffeur un jour, un autre jour on est derrière dans le camion comme là. Donc on va s'équiper, on va monter dans le camion, on va partir sur le lieu. Et après, sur ordre du chef d'engin,
et ben on va établir, si c'est un feu, on va établir les courses. Si c'est un accident de circulation, on va tout faire ce qui est protection feu, sortir le matériel de désincarcération. Donc une fois je suis intervenu sur une désincarcération sur une personne, c'est un jeune conducteur. Donc on a dû gérer, sortir ce jeune. Et après on a dû encore gérer tout ce qui était la maman qui est arrivée sur place, parce que maintenant avec les natels, les choses ça va hyper vite. Puis ça, c'est bien des fois, mais des fois pour nous ça complique beaucoup les choses. Puis alors après du coup on a dû gérer la famille qui est sur place, parce que quand t'as l'épave quand t'as une épave qui est là, puis t'as ton gamin qui se fait évacuer par l'hélicoptère, puis t'arrives là, puis tu vois ça, donc faut gérer, nous on a dû gérer encore la maman après, donc c'est assez compliqué. Voilà. Alors donc l'évacuation des sinistrés, des blessés sur un incendie entre autres, heureusement ça ne se passe pas systématiquement, on évacue les gens seulement si c'est nécessaire. Maintenant ça se passe en deux phases. Il y a une première phase qui est vraiment du ressort du sapeur-pompier, qui est d'évacuer les gens des appartements ou de l'allée, etc., de la cage d'escalier à l'extérieur du bâtiment, donc la zone de danger, on va dire l'extérieur de la zone de danger. Puis une fois qu'ils sont on va dire à l'extérieur, en sécurité, là ils sont pris en charge par les ambulanciers. Les ambulanciers ont mis en place un nid de blessés normalement, dans lequel ils sont recueillis. Là, en fonction de la situation, ils sont pris en charge médicalement, s'ils sont gravement blessés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de toute façon une évaluation qui est faite sur ces gens-là, s'ils ont respiré de la fumée, dans quelles conditions ça s'est passé, etc., etc. On essaie de tous les regrouper, tous les répertorier, de manière à ce que si on a après d'autres appartements à les visiter pour contrôler qu'il n'y ait personne, éviter de casser des portes, éviter de faire des choses comme ça, on peut avoir des informations directement sur ces gens-là. Il y a une prise en charge qui est au niveau physique déjà, au niveau des blessures, des voies respiratoires si elles ont été atteintes, et puis il y a une deuxième prise en charge qui est psychologique, parce que dans ce genre de situation, on a beaucoup de personnes qui sont souvent paniquées, qui veulent savoir si leur appartement est touché, etc., etc., s'il y a quelque chose qui a été cassé, endommagé. Donc il faut les rassurer à tout prix, et en leur donnant le maximum d'informations qu'on a. Des détresses psychologiques, on en voit souvent dans le contexte d'autres choses, quelqu'un qui développe un infarctus et puis qui angoisse extrêmement, donc là ce serait plus un comportement d'accompagnement, d'empathie, toujours d'information, d'explication. Là il faut dire les choses aux gens, mais il faut les amener d'une façon particulière pour pas les choquer, pas les brusquer. Je pense que ça ne s'apprend pas énormément à l'école, on a des notions, mais après c'est plus les années d'expérience et puis la personnalité de l'ambulancier qui va diriger et puis développer ce genre de compétences. Alors on a plusieurs méthodes pour évacuer les gens quand on arrive. On a d'abord une première équipe de reconnaissance qui monte au dernier étage, déjà pour voir au niveau des fumées, etc. Et si on a besoin de faire des évacuations, dans la montée d'escalier, déjà on peut retrouver des gens, donc ils vont être tout de suite sortis, évacués dans l'urgence. Après, s'il faut faire sortir les personnes des appartements, on a plusieurs façons, soit par l'échelle, la grande échelle, si on a accès, l'auto-échelle, pour autant qu'on ait accès aux fenêtres. Sinon, c'est l'équipe qui est à l'intérieur, on a des cagoules d'évacuation avec un masque à filtre. Donc on va dans les appartements, on met ces cagoules aux gens et on peut les évacuer dans les fumées, le temps de descendre les cages d'escalier et puis les mettre à l'extérieur. Ça, c'est les deux grandes méthodes d'évacuation. Après, quand c'est des conditions extrêmes, vraiment où les gens doivent être évacués à tout prix par la fenêtre parce qu'ils ne peuvent pas sortir d'aller, on a toujours des coussins de sauvetage. Mais là, ça devient déjà plus délicat, c'est aussi plus rare.
les émotions que le sapeur-pompier peut rencontrer lors d'interventions. Donc évidemment, lors d'un sinistre, surtout en milieu urbain avec les incendies, on peut trouver des personnes ou des animaux à l'intérieur. Et chaque fois, c'est un coup dur pour nous, c'est un stress à gérer parce qu'on doit vraiment tout mettre en œuvre pour sauver cette personne. Donc évidemment, chaque fois qu'il y a un décès, que ce soit animalier ou humain derrière, c'est un échec quelque part pour nous à digérer. Et là-dessus, évidemment, émotionnellement, on doit faire très attention. L'avantage qu'on a par rapport au Kidam qui se trouve dans la rue, on est averti puisque l'alarme vient chez nous. Et on a le moment de trajet où on peut déjà se préparer, se mettre une pèlerine pour gérer cette émotion, qu'on ne soit pas surpris du cas. Accident de circulation, si on nous appelle, on sait qu'on doit désincarcérer et il y aura certainement des personnes, il y aura des personnes à l'intérieur de la voiture. Donc tout le trajet, c'est un moment de discussion, c'est un moment de préparation psychologique, donc aussi pour nous amener à faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. On ne voit pas aussi la scène comme un spectateur. On n'est pas à 10 mètres de l'écran dans un cinéma. On est tellement dedans qu'on n'a pas les détails de la vision globale. Donc ça nous permet également de gérer. On a vraiment un travail bien précis à faire et ça nous permet de ne pas pénétrer trop dans la vie globale et les émotions globales de l'intervention. Oui, les émotions certaines peuvent mettre en frein à une action si on fait un accident de circulation par exemple et qu'on tombe sur une personne que l'on connaît. On reconnaît la voiture, on reconnaît la personne et là, faut s'arrêter de travailler, il faut vraiment passer l'outil à un autre collègue parce que on risque de ne pas faire le geste juste. Ça, c'est évidemment pas très professionnel. Après, sur les émotions post-intervention, alors il est clair qu'une fois qu'on a trouvé une personne, une victime, en choc, voire quelqu'un qui serait amené à mettre fin à ses jours devant nos yeux ou autre, c'est un choc comme pour n'importe qui d'autre. Donc on a l'avantage chez nous d'avoir une cellule de débriefing. On a des ambulanciers qui traitent ça de manière très professionnelle et qui nous font donc des séances de débriefing afin de pouvoir digérer correctement le mieux possible, disons plutôt, ces émotions-là. Je ne pense pas que toutes ces émotions non plus soient un obstacle pour continuer notre métier de sapeur-pompier. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie aussi de notre savoir. On ne devient pas plus dur parce qu'on en voit au fil des années. Non, on reste des humains, mais on arrive à se mettre, comme je le disais tout à l'heure en début, une pèlerine pour mieux gérer tout ça. Alarmé à 5h du matin pour renfort pour Bernay. On regarde la situation. Une fois qu'ils sont partis, on prend le relais et puis maintenant on est sur place pour gérer la situation. Putain, ça fait brûler le balcon de dessus et tout. Putain, mais le pire c'est que ça déclenche un incendie chez le voisin et si ça continue ça va déclencher encore au-dessus. Putain, t'as vu comme c'est violent? Eh ouais, ah ouais. Ouais, c'est super impressionnant. Les propagations comme vous avez vu. Guillaume. Ah ouais, ouais. Guillaume, bientôt, t'as vu au début c'était une petite fumée, on aurait dit un morceau de Sagex et boum. Il y a une... quoi, ah oui, ça c'est normal. T'imagines la famille du dessus. J'imagine pas l'intérieur de la maison, parce que ça doit être, ça s'est propagé dans tout l'appart. Ah ouais, j'avais pas vu l'étage en dessous. Au-dessus, c'est bon. Attends, ils vont évacuer les gens là? Ah, il y a la cage d'escalier qui doit être enfumée là. Ah bah bien sûr, il faut pas passer. Hein.
Ah oui, mais c'est ça qui fait propager, mec. Bientôt ce sera parti. T'as vu ça, l'intensité des flammes? Là, il va faire une protection de bâtiment. Attends, comment ça, ils ont commencé à se... Regarde la gauche, la fenêtre. Ça, c'est la fumée, là. Les fumées, elles sont beaucoup moins noires. Ils sont tapés dans la pièce en feu parce qu'il y a beaucoup moins de flammes. Oh, Théma, Guillaume. T'as vu le pompier à l'intérieur? Ouais, j'ai vu, Ils sont en train de faire l'extinction dans la pièce, là. Oh, mais pourquoi c'est de la fumée blanche. Après, nous, chaque fois qu'on intervient sur une intervention, en fait, on a nos missions, on a notre travail à faire. On pense à la victime, mais on se met pas émotionnellement, on peut pas prendre sur nous. C'est pas possible. Sinon, ça serait chaque fois, c'est catastrophique. Nous, on a nos missions, on sait ce qu'on doit faire. On doit trouver une solution, parce que des fois, on intervient sur des endroits où il n'y a que le pompier qui peut se débrouiller à trouver. Il n'y a que nous qui devons trouver la solution. Donc voilà, on pense à notre travail. Après, c'est en caserne qu'on peut reparler, on peut se dire, bah ouais. Mais voilà, après, entre nous, on est assez fort pour se débriefer, pour discuter, puis généralement, ça passe assez bien, on est assez solidaires.